Bonjour et bienvenue dans ce journal de la culture. Tout d'abord, l'art culinaire. On part en Europe du Nord, du côté de Copenhague, la capitale danoise, où notre correspondant Peter Hall nous emmène à la découverte d'un restaurant que certains ont élu 3e meilleur restaurant au monde. Déjà 2 étoiles au Michelin, son nom, le Noma, et sa spécialité, le tartare à l'oseille. Surnommée la Barcelone du Nord, Copenhague a su faire place à la modernité, sans délaisser les traditions. Rien d'étonnant donc que le restaurant le plus créatif du pays soit situé dans une maison de maître du XVIIIe siècle. Au Noma, les amateurs de produits nordiques, poissons et crustacés seront servis. Son chef, René Redzepi, n'a pas son pareil pour allier respect de la tradition et innovation culinaire. Nous essayons de travailler avec les produits de la région, pas parce que ceux du Sud ne sont pas bons. Ce n'est pas parce qu'on rajoute un peu d'huile d'olive dans une sauce qu'elle n'est plus nordique. Mais nous avons nos propres huiles à explorer et à découvrir, donc nous n'utilisons pas les autres. Que ce soit dans la décoration ou dans les produits, l'influence de la région est partout. Une élégance brute et minimaliste qui a déjà permis à Noma d'obtenir 2 étoiles au guide Michelin depuis son ouverture en 2003. En avril dernier, 800 chefs et critiques l'ont également désigné 3e meilleur restaurant du monde. René Redzepi a quant à lui remporté le prix du meilleur chef. Rien ne le prédestinait pourtant à un tel succès. Beaucoup de chefs vous diront qu'ils ont découvert la cuisine grâce à leur grand-mère et leur mère et qu'ils sont tombés dans la marmite dès leur plus jeune âge. Moi, pas du tout. Je suis devenu chef par pur hasard. Après avoir travaillé plusieurs années en France, en Espagne et aux États-Unis, René a décidé de retourner chez lui et de créer son propre style culinaire. Sa spécialité, le tartare à l'oseille. Ce plat est assez représentatif de ce qu'est Noma. C'est un plat qui fait la part belle aux ingrédients. Il n'y a pas besoin de beaucoup de technique. Nous aimons la technique, nous adorons la technique moderne, mais plus les plats sont purs, plus ils sont bons. Nos clients sont d'ailleurs invités à manger avec leurs doigts. Le pari était pourtant risqué d'ouvrir un restaurant aussi innovant dans le centre de Copenhague. Les Danois ne croyaient pas en notre projet. Alors nous avons douté, évidemment que nous avons douté. Mais maintenant, il n'y a plus aucun doute. Pour preuve, il faut compter 3 mois d'attente avant de pouvoir obtenir une table. Le temps peut-être d'économiser les 250 € que coûte le repas. La cuisine qui demeure l'un de ces arts qui font la renommée d'une nation. La Hongrie se souvient, elle, de son âge d'or. C'était il y a maintenant plus d'1 siècle. Mais la nouvelle génération de chefs a entrepris de redorer le blason de sa tradition culinaire. C'est l'une des plus prestigieuses, on est dans les premières places. La cuisine hongroise est inégalable. On n'a qu'à dire que les Français sont 2e si ça peut leur faire plaisir. Voilà donc une idée largement répandue en Hongrie. Pourtant, si certains vins jouissent d'une reconnaissance internationale, ce n'est pas vraiment le cas de la gastronomie magyare. Il y a une contradiction évidente entre ce que nous pensons de nous-mêmes, c'est-à-dire croire que notre cuisine est connue et reconnue dans le monde entier, et puis la réalité. La réalité, c'est une majorité de plats au paprika, l'épice nationale, et des viandes panées ou farcies, voire les deux à la fois. Dans cette cuisine de l'un des restaurants les plus chics de Budapest, on essaie de réinventer les recettes hongroises traditionnelles, mais sans choquer la clientèle. En Hongrie, les gens n'ont pas encore appris à considérer la gastronomie comme une partie de la culture. Ils vont au restaurant pour manger avant tout, pas pour goûter à la culture. Après 50 ans de communisme pendant lesquels l'industrie s'est développée au détriment de l'agriculture, la qualité des ingrédients a fortement diminué, alors il faut rééduquer les palais. Dans ce restaurant de la capitale, on sert des produits frais et ça marche. Tout a commencé à cause des clients. Quand ils ont commencé à voyager et à manger dans des restaurants étoilés au Michelin, à aller dans des bistrots, à voir le monde, ça leur a ouvert les yeux et ils ont commencé à chercher des endroits ici où ils pourraient mieux manger que selon la moyenne des standards hongrois. Des standards qui devraient augmenter dans le futur. Selon l'association gastronomique hongroise, certains chefs auraient bientôt le niveau nécessaire pour prétendre à une première étoile au guide Michelin.
Voilà pour le déjeuner. Maintenant, on passe à l'heure du café avec vous, Augustin. Vous avez amené un formidable roman, le dernier Philip Roth, l'auteur américain. Ça s'appelle Exit le fantôme, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bonjour Clément. Et Exit le fantôme. Ça fait la rentrée littéraire, c'est un événement. Tout à fait. Hein. C'est le titre Exit le fantôme de ce roman qui sort aujourd'hui chez Gallimard, un grand roman de Philip Roth, un cru d'exception. Vous savez que dans les rédactions dans lesquelles je travaille, on parle de Rolls-Roth. Rien que ça. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui en fait un tel événement? C'est le dernier tour de piste de Nathan Zuckerman, ce double littéraire de Philip Roth qu'on a suivi pendant 9 romans, cet alter ego en fait qu'il avait inventé il y a 30 ans dans un livre qui s'appelle L'écrivain des ombres ou alors L'écrivain fantôme. D'où le titre, je vois que ça s'appelle Exit le fantôme. Oui, c'est vrai. Et puis il y a également une référence quand même à Shakespeare dans cette indication sémique, cette didascalie la plus célèbre de la littérature américaine, Exit le fantôme, quand le fantôme du père de Hamlet quitte la scène. Et du théâtre, il y en a dans ce livre de Philip Roth parce que c'est quand même l'histoire d'un personnage qui salue son public, qui tire sa révérence. Alors, ce Nathan Zuckerman, il a 71 ans et il vit reclus maintenant en Nouvelle-Angleterre, dans les montagnes très loin de l'agitation de la ville. Figurez-vous qu'il a un cancer de la prostate et que du coup il est impuissant et complètement incontinent. Alors il va revenir à New York pour une série d'opérations et redécouvrir une ville complètement hantée par le 11 septembre, par l'élection de Bush. En fait, Nathan Zuckerman est frappé de plein fouet par le passage du temps et par la folie du monde d'aujourd'hui. Alors je vais vous lire un petit extrait pour que vous voyez. Avec plaisir, parce que là la mise en bouche est très agréable. Qu'est-ce qui m'étonna le plus pendant ces premiers jours passés à arpenter la ville? La chose la plus évidente, les téléphones portables. Je me rappelais à New York où les seules personnes qu'on voyait remonter Broadway en se parlant toutes seules étaient les fous. Qu'est-ce qui s'était passé depuis 10 ans pour qu'il y ait soudain tout tant à dire? Partout où j'allais, il y avait quelqu'un qui s'approchait de moi en parlant au téléphone et quelqu'un derrière moi qui parlait au téléphone. Quand je prenais un taxi, le chauffeur était au téléphone. Pour moi, cela donnait aux rues une allure comique et aux gens une allure ridicule. Mais cela avait aussi quelque chose de tragique. En fait, il est en décalage avec son époque, votre personnage. Complètement en décalage. Et tous les personnages qu'il va croiser vont lui rappeler qu'il est fini, en réalité. Alors, il y a une vieille muse qui est sur le point de mourir, qu'il a connue dans le premier de ses romans, L'écrivain fantôme. Puis, il y a également un jeune arriviste qui voudrait lui voler son passé. Il y a une jeune femme qu'il essaye de séduire, mais qui lui rappelle qu'il n'a plus l'âge de jouer les donjons. En fait, au lieu de laisser tomber, il va s'accrocher quand même, Nathan Zuckerman, parce que c'est Nathan Zuckerman et qu'il s'accroche toujours. Et il va trouver, par l'écriture, un moyen de résister au temps qui passe. Alors, ne nous révélez pas tout. Je ne dis pas grand-chose, je veux gâcher ni le plaisir ni l'émotion vraiment qui suscite à la lecture de ce texte magnifique. Parce qu'il faut quand même dire que c'est un coup dur. Émotion, c'est un coup dur pour les fans de Philip Roth comme moi. C'est le dernier roman de Zuckerman. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un lien, Clément, avec deux autres icônes de la littérature américaine qui ont disparu. Je veux parler bien sûr du Rabbit Angstrom de John Updike et du Frank Bascombe de Richard Ford. Des personnages qu'on avait suivis de roman en roman et que leurs auteurs ont fait disparaître. En fait, Zuckerman, c'était le dernier. Et moi, j'ai une petite théorie là-dessus. On parle beaucoup, vous savez, des romans de l'après 11 septembre. Oui. Mais ce qu'on oublie de dire, alors bien sûr, c'est vrai qu'on ne peut plus écrire de la même façon, on ne peut plus raconter les mêmes histoires, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a aussi toute une tradition du roman américain qui s'effondre. Et ce que nous dit Philip Roth dans ce texte, c'est qu'un personnage comme Nathan Zuckerman, il n'est plus possible, il faut qu'il parte. Ah, ça c'est très intéressant. On va lire ça avec beaucoup d'intention. J'espère bien. Donc ça s'appelle Exit le fantôme. Philip Roth, c'est aux éditions Gallimard, le voici. Merci beaucoup Augustin pour cette chronique littéraire. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. C'est la fin de ce journal. Merci à vous d'avoir suivi. Au revoir.